Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet incontournable de la pratique médicale quotidienne, le reflux gastro-œsophagien ou RGO. Cette pathologie qui touche près d'un Français sur 10 soulève de nombreuses questions dans nos consultations. Pour explorer ce sujet, j'ai l'immense honneur d'accueillir le professeur Maximilien Barré, gastro-entérologue et expert reconnu dans la prise en charge des pathologies de l'œsophage. Dans cet épisode, qui s'inspire notamment de son très bon article paru dans la tout aussi qualitative Revue du praticien de médecine générale, nous allons approfondir avec lui les subtilités du diagnostic du RGO, les erreurs courantes à éviter, les complications possibles, mais aussi les approches thérapeutiques les plus adaptées. À la croisée des recommandations scientifiques et de la réalité clinique, cet échange promet d'apporter des réponses concrètes et utiles à nos pratiques de médecins généralistes. Bonjour Maximilien et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et cette introduction sympathique. Pourriez-vous me dire quels sont les principaux critères cliniques qui permettent de poser un diagnostic de RGO en consultation et surtout, dans quel cas cette clinique peut seule être insuffisante? Alors, effectivement, on a toujours appris que le diagnostic du reflux gastro-œsophagien est un diagnostic clinique, c'est pas si fréquent en médecine, et repose sur des signes qu'on considère comme des signes cardinaux, c'est-à-dire le pyrosis, la brûlure rétrosternale ascendante, et puis les régurgitations liquidiennes plus ou moins alimentaires, auxquelles on peut associer la douleur épigastrique, et le syndrome postural, c'est-à-dire l'aggravation des symptômes lors de l'antéflexion. Très bien. Et alors, en pratique, est-ce que ça suffit pour faire ce diagnostic? Alors oui et non. En fait, finalement, dans le reflux, le plus difficile, c'est le diagnostic, le traitement étant relativement bien codifié, parce que, si on a tous l'expérience de retenir ce diagnostic sur des éléments cliniques et on considère que c'est suffisant, sans faire d'endoscopie, sans faire de biologie, sans faire d'examen morphologique autre, pour, initier un traitement, D'accord. et bien, il y a quand même beaucoup de gens, on le sait, qui ont ces symptômes-là et qui, de fait, n'ont pas de reflux gastro-œsophagien. Donc Bon. chez ces malades-là, on va essayer de les pousser un peu plus loin, les explorations, et typiquement la résistance au traitement médicamenteux de première intention peut être une bonne indication pour réaliser un examen endoscopique à la recherche de signes euh, objectifs de reflux gastro-œsophagien. Très bien. Donc, il est tout à fait licite de poser ce diagnostic sur ces symptômes cliniques que vous venez de décrire, d'initier un traitement médicamenteux. Et puis, si ça marche, on se dit que c'était le bon diagnostic et que le traitement a marché. Si ça marche pas, il faut aller un peu plus loin. Exactement. Et donc jusqu'où aller plus loin, c'est la question, puisque je viens de parler d'endoscopie digestive. Évidemment, nous, gastro-entérologues, on aime regarder dans le tube digestif et on a toujours une bonne raison de faire un examen endoscopique haut ou bas. Donc, bien sûr, c'est l'investigation de première intention lorsque on a ou bien des signes d'alarme, c'est-à-dire une dysphagie, qui est tout à fait anormale, un amaigrissement, une hématémèse ou une anémie fériprive, ce qui laisse penser à un phénomène hémorragique, euh, ou, euh, euh, ou la survenue, une résistance à un traitement médicamenteux, ou encore la survenue d'un reflux gastro-œsophagien après 50 ans. On sait que le reflux gastro-œsophagien, c'est plutôt une maladie du sujet jeune, qu'on garde certes toute sa vie, mais qu'on est censé développer dans l'âge relativement jeune. Donc c'est pas tout à fait banal de développer des symptômes de reflux à 60 ans. Ça peut être une bonne raison pour réaliser une endoscopie. Toutefois, ces endoscopies œsogastro-duodénales, ce qu'on appelait avant la fibroscopie, eh bien, elles sont anormales chez à peine la moitié des gens qui ont un reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont un reflux, qui finalement n'ont pas de complications du reflux, qui n'ont pas d'œsophagite. Ils peuvent avoir une hernie hiatale, mais ils vont avoir un œsophage tout à fait normal. Et donc, si vraiment on veut absolument retenir le diagnostic de certitude de reflux gastro-œsophagien, bah là, on a la chance d'avoir un gold standard, vraiment un maître étalon pour poser ce diagnostic, qui est la pH-métrie des 24 heures, mais qui pose des problèmes qui sont évidents, un problème d'accessibilité, un problème d'accessibilité aussi pour les patients. Ces personnes n'ont envie de passer 24 heures avec une sonde dans le nez, et puis aussi, c'est pas disponible absolument partout. Donc, en fait, on ne réalise cette pH-métrie des 24 heures que dans des cas ou bien extrêmes où on veut, par exemple, on envisage une chirurgie anti-reflux, où là, il faut avoir une certitude, ne serait-ce que sur le plan médico-légal, ou alors lorsque vraiment on ne comprend pas les symptômes des patients,
ou encore dans les symptômes dits de reflux atypiques, c'est-à-dire une toux chronique qui n'est pas expliquée par des explorations pneumologiques, ou encore des douleurs thoraciques pseudo-angineuses qui ne sont pas expliquées par des explorations cardiologiques. Très bien. Est-ce que vous pouvez me toucher un mot sur les diagnostics différentiels auxquels il faut penser chez un patient qui présente des symptômes, qui nous évoquent un reflux gastro-œsophagien? Et surtout, comment distinguer les diagnostics différentiels que vous allez me décrire, du RGO typique en clinique? Alors c'est pas si simple. Le plus fréquent diagnostic différentiel, c'est le pyrosis fonctionnel. Et ça, finalement, la seule façon, donc c'est-à-dire, en fait, c'est comme le trouble fonctionnel intestinal que chacun connaît, mais au niveau de l'œsophage. Et donc, ça mime totalement le reflux gastro-œsophagien. C'est très prévalent, mais principalement, contrairement au reflux gastro-œsophagien authentique, ça va pas du tout répondre au traitement anti-reflux. Ou D'accord. de façon un peu plus piégeuse, ça va marcher un mois et puis après ça va arrêter de marcher. Et donc, malheureusement, le seul moyen d'avoir une certitude sur le trouble fonctionnel, sur la nature fonctionnelle des symptômes, c'est de réaliser cette pH-métrie des 24 heures, qui va non seulement nous permettre d'affirmer que le taux d'exposition acide de l'œsophage est inférieur au seuil de 4%, donc est normal, et d'autre part qu'il n'y a pas de corrélation entre les symptômes rapportés, parce qu'au moment où le patient reçoit un symptôme, il appuie sur le bouton, et l'événement d'exposition acide de l'œsophage. Ces patients, ils vont avoir un peu de reflux comme tout le monde, mais les moments où ils vont avoir mal ne correspondent pas au moment où il y a du reflux. Et donc là, on peut vraiment regarder le patient dans les yeux et lui affirmer qu'il n'a pas de reflux gastro-œsophagien, mais un trouble fonctionnel, qu'il n'y a donc pas lieu de prendre des antiacides ou un quelconque traitement du reflux, encore moins une chirurgie, et plutôt essayer de le réassurer ou lui proposer parfois des thérapeutiques médicamenteuses, comme par exemple les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Très bien. Est-ce qu'il faut penser à d'autres diagnostics différentiels? Alors vraiment sur ces symptômes douloureux thoraciques, à type de brûlure, le principal symptôme, c'est véritablement, le pyrosis fonctionnel, mais dans l'œsophage, il y a parfois on peut avoir des douleurs thoraciques, dans des syndromes, de troubles moteurs œsophagiens, des troubles moteurs hypercontractiles. À ce moment-là, le diagnostic, va être fait, à la manométrie œsophagienne, mais il y aura très fréquemment associé une dysphagie. Heu, Bien sûr, si on a une sténose, heu, organique de l'œsophage, ce qui soit une sténose peptique, une sténose post-radique, et bien, dans ces cas-là, on va potentiellement aussi avoir des douleurs dans le thorax, des régurgitations, puisqu'il peut se stocker de la salive ou des aliments en amont de ce rétrécissement. Mais là encore, on aura aussi une dysphagie. Donc finalement, heu dans toute on rentre vraiment dans la gamme diagnostique de la dysphagie, et c'est des diagnostics qu'on risque pas de méconnaître. Je comprends. Le véritable diagnostic différentiel du RGO, c'est le pyrosis fonctionnel, et les autres se distinguent facilement par un interrogatoire approfondi, notamment sur la recherche de dysphasie ou de signes œsophagiens plus hauts, à ce que je comprends. Nous en avons parlé tous les deux, des signes d'alarme qui indiquent la prescription et la recommandation d'une endoscopie œsogastro-duodénale. Vous m'avez parlé donc de la dysphagie, de l'amaigrissement, de l'hématémèse, de l'anémie, de la résistance au traitement et de l'âge après 50 ans. Ces signes que je viens d'évoquer nous indiquent qu'il faut réaliser une endoscopie haute. Est-ce que, il y en a d'autres qui nous motiveraient à recommander une exploration du tube digestif, chez quelqu'un pour qui l'on suspecte un reflux gastro-œsophagien? Alors, pas, réellement, pas formellement, c'est-à-dire que ça, ce sont vraiment les signes d'alarme, qui Mmh. doivent nous faire rechercher un diagnostic différentiel ou une complication. Maintenant, il existe, des recommandations européennes de la Société européenne d'endoscopie digestive, le SGE, qui, depuis peu, ont pris le relais des recommandations américaines et qui envisagent, le dépistage, en fait, de l'œsophage de Barrett, de ce qu'on appelait avant l'endobrachyœsophage, On va en parler, oui. sous certaines conditions, parmi lesquelles le fait d'avoir plus de 50 ans, d'avoir des symptômes de reflux gastro-œsophagien, et d'avoir d'autres facteurs de risque, tels qu'un surpoids, être d'ethnicité caucasienne, c'est-à-dire blanche, ou d'avoir des antécédents familiaux d'œsophage de Barrett ou d'adénocarcinome de l'œsophage. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans le paysage européen, mais certainement très utile. Et donc, c'est une bonne raison pour faire, par exemple, ajouter l'endoscopie ésogastro-duodénale à la coloscopie à la cinquantaine, quand l'occasion se présente de faire une coloscopie, par exemple, chez un patient
qui se plaint de symptômes de reflux et qui est en surpoids et, voilà, qui a la cinquantaine passée. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez quand vous faites une endoscopie, chez un patient qui souffre véritablement d'un reflux gastro-œsophagien? Alors, dans une bonne moitié des cas, on ne voit rien. Enfin, on ne voit rien d'anormal, c'est-à-dire qu'on voit un œsophage, qui se contracte plus ou moins, pas de lésions muqueuses, heu, fréquemment une hernie hiatale, mais c'est inconstant, hein, comme les hernies pariétales. Ça va dépendre du régime de pression, dans l'abdomen au moment où on fait l'examen et donc, c'est tout à fait possible que le patient ait authentiquement une hernie hiatale et qu'elle soit décrite une fois et pas décrite, 3 ans plus tard, selon le point auquel, il y a de la pression dans l'estomac ou dans l'abdomen au moment où on fait l'examen. C'est comme les hernies inguinales, c'est-à-dire que selon la pression intra-abdominale, ça sort et ça peut rentrer? Tout à fait. Ah! On a des OK. avoir de l'estomac qui va faire, l'ascenseur à travers le hiatus Ah! diaphragmatique qui est un peu plus large que la normale, et donc ça peut être décrit de façon les patients sont souvent troublés par ça, qu'on ait retrouvé ou pas retrouvé la hernie, selon l'examen qui est fait Mmh. et donc on va rechercher aussi donc cette hernie qui est un signe, on peut dire, indirect de reflux, même si bien sûr tous les gens qui ont une hernie n'ont pas de reflux. Hem, une œsophagite peptique, donc des érosions ou des ulcérations de la muqueuse du bas œsophage qui sont heu, dont la sévérité va dépendre en fait pas tellement de la profondeur, comme dans les maladies inflammatoires de l'intestin par exemple, mais de l'extension circonférentielle. Plus c'est étendu, plus l'œsophagite va être jugée sévère et justifiée de traitements prolongés, voire continus, dans la mesure où elle risque d'exposer à des complications, comme par exemple, l'œsophage de Barrett ou la sténose peptique de l'œsophage. Et puis bien sûr, on cherche l'œsophage de Barrett, ce qu'on appelait avant et ce qu'on appelle encore beaucoup l'endobrachioœsophage ou EBO, qui est donc une métaplasie, une transformation, de la muqueuse œsophagienne malpighienne en une muqueuse glandulaire de nature intestinale, qui a le problème d'une forme d'instabilité qui permet de faire émerger, heu, ou bien véritablement des polypes ou bien, des zones dysplasiques planes qu'il va falloir, détecter par, les examens endoscopiques, par les biopsies, surveiller et éventuellement réséquer endoscopiquement pour éviter la progression vers l'adénocarcinome de l'œsophage. C'est très clair, je vous remercie. Nous avons donc parlé de la clinique, de l'endoscopie, vous m'avez touché un petit mot sur la pH-métrie, très utile pour différencier le pyrosis fonctionnel. Est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires à avoir en tête pour, un patient qui nous consulte pour des symptômes de reflux gastro-œsophagien? Je ne crois pas. On a occasionnellement l'occasion, pardon, de réaliser des transits œsophagiens, un transit œsophagien ou transit œsogastro-duodénal, pour, préciser la morphologie d'une hernie hiatale ou alors, lorsqu'on a un doute diagnostique avec un trouble moteur œsophagien et que, par exemple, la manométrie n'a pas été réalisable. Il arrive que les patients ne tolèrent pas l'insertion de la sonde de manométrie ou ne tolèrent pas l'examen. Et donc, si on veut vraiment éliminer un spasme du bas œsophage, on va pouvoir, réaliser ce transit œsophagien, mais ça reste quand même très rare. Donc on peut considérer que, en première ligne, on a les symptômes cliniques et le test thérapeutique. En deuxième ligne, on a l'endoscopie et le troisième étage de la fusée, c'est la pH-métrie, régulièrement précédée d'une manométrie œsophagienne, ne serait-ce que pour positionner correctement, la sonde, de pH-métrie dans l'œsophage. Très bien, vous en avez abordé quelques-uns. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes complications possibles du RGO à long terme pour nos patients? Alors, il s'agit principalement, des complications liées aux transformations de la muqueuse du bas œsophage. Mmh. Donc, l'œsophagite est à peine une complication. En fait, ça embête surtout les endoscopistes, mais en réalité, qu'on ait un reflux avec œsophagite ou sans œsophagite, c'est pas ça change pas tellement grand-chose pour le patient, ça fait pas plus mal. Il y a pas de corrélation entre l'intensité des symptômes et la gravité des lésions. En revanche, l'œsophage de Barrett, est une authentique complication dans le sens où elle va justifier d'examens endoscopiques de surveillance tous les 3 à 5 ans selon la hauteur, selon l'extension, en hauteur de cette muqueuse anormale. Et la sténose peptique, bien sûr, est également une complication, on peut dire relativement sévère, dans le sens où elle va fortement impacter la qualité de vie des patients et elle ne sera pas toujours si facile à traiter. En gros, le traitement repose sur des antiacides, des IPP à double dose et puis une dilatation, endoscopique qui souvent nécessitera des procédures répétées pour arriver à un bon calibre de l'œsophage de autour d'une vingtaine de millimètres. Très bien, et chez le type de patient que nous traitons depuis parfois des années, avec, des médicaments qui marchent, ils leur font effet, mais ça fait vraiment des années que ce patient a un RGO, il constate bien que quand il arrête son traitement, ça revient. Est-ce qu'il y a une indication à faire une première endoscopie? Et à partir de quand? Alors c'est une question à la fois excellente et puis très difficile à répondre formellement, parce qu'on n'a pas de recommandation pour proposer cela.
Donc, lorsque on a un prétexte pour le faire, par exemple une coloscopie de dépistage, c'est l'occasion typiquement d'y associer une endoscopie œsogastro-duodénale pour dépister les complications du reflux. C'est une demande régulière des patients qui ont du reflux gastro-œsophagien qui viennent jusqu'au gastro-entérologue, mais c'est évidemment une toute petite proportion des gens qui ont du reflux gastro-œsophagien, donc c'est un petit peu biaisé. Donc, je dois vous répondre si on suit les recommandations que non. En l'absence de signes d'alarme, le simple fait d'avoir du reflux gastro-œsophagien depuis longtemps ne justifie pas de proposer une endoscopie œsogastro-duodénale chez un patient jeune. Très bien, c'est clair. On va venir au traitement, Maximilien, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en 2025, presque, dans quelques jours, quelles sont les stratégies thérapeutiques actuelles recommandées pour traiter un reflux gastro-œsophagien? Alors, l'élément clé, ça va être donc non pas la sévérité des symptômes, puisque en fait, l'intensité ne va pas nous aider dans nos prises de décision, mais la fréquence des symptômes. Et donc, c'est ce qui va permettre de passer de la prescription de traitements antiacides qu'on pourrait dire pratiquement topiques, typiquement les sels d'aluminium, qui vont agir très ponctuellement sur l'œsophage et sur le contenu acide de l'estomac, ou encore des alginates, donc qui vont servir pour le coup en créant une sorte de barrière, non pas en tapissant l'œsophage comme on peut en avoir l'impression, parce que c'est un peu visqueux, donc on a l'impression que Mmh. ça va protéger l'œsophage, mais le mécanisme n'est pas tout à fait celui-là. Ça va se mettre à flotter à la surface de l'estomac et faire un peu comme une sorte de mouche d'isolation dans le bâtiment, c'est-à-dire quelque chose qui va occuper le terrain et empêcher mécaniquement le reflux de remonter de la partie proximale de l'estomac vers le bas de l'œsophage. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça marche très bien pour prévenir le reflux nocturne notamment, ces traitements alginates. Donc ça soulage ponctuellement dans la journée, mais c'est un très bon moyen pour prévenir mécaniquement les phénomènes de régurgitation, en particulier en position allongée. Et donc ça, c'est ce qu'on va donner quand les patients ont des symptômes, je dirais, moins de 3 fois par semaine. Et puis quand les patients en viennent à avoir des symptômes qui sont quasi quotidiens, et bien là, on va proposer un traitement continu pendant 28 jours, puisque c'est ce qui reste recommandé dans des recommandations qui commencent à dater un peu par des inhibiteurs de la pompe à protons, à demi-dose, ce qui correspond donc à 10 mg d'oméprazole par jour, pardon, pendant 28 jours, et après, on voit ce qui se passe. Donc ça, c'est la théorie. Et puis, bien sûr, la pratique est que, comme on le sait tous, en dehors du patient qui est un étudiant, qui traverse une période de stress, qui est un peu trop picolé et qui est sujet au reflux ponctuellement et qui va prendre ce traitement et après aller mieux, l'immense majorité des gens qui sont sujets au reflux le sont de façon chronique. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des indications de traitement tout à fait prolongées, euh, ce qui pose la question des effets à long terme de ces traitements. Mmh. Et donc, je suis très content de pouvoir en profiter pour dire que on n'a quand même pas beaucoup de données inquiétantes sur de signaux d'inquiétude sur les effets à long terme des inhibiteurs de la pompe à protons. Après, le recul n'est que de quelques décennies, puisque c'est des traitements qui ont véritablement émergé dans les années 2000, même s'ils ont été développés dans les années 90. On a des larges échantillons de population qui en consomment, notamment associés par exemple à l'aspirine, pas seulement pour les symptômes de reflux, qui en consomment dans les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années. Mais jusque-là, chez quelqu'un qui a une bonne indication de traitement, il n'y a pas de données pour décourager cette prescription lorsqu'elle est efficace, Plusieurs années? y compris plusieurs années quand c'est nécessaire, en sachant que autant les gens ne se débarrassent que rarement du reflux, autant il est rare que l'intensité des symptômes reste constante. Donc, je remets moi généralement aux patients des prescriptions pour un an renouvelables, pour pas qu'ils aient de problème pour obtenir ce médicament. Mais je leur explique que il est tout à fait possible de prendre des prises discontinues, c'est-à-dire de prendre 28 jours de traitement, puis d'arrêter, de voir ce qui se passe et de voir s'ils ne peuvent pas tenir avec simplement des traitements ponctuels, typiquement des alginates, et que s'ils se retrouvent dans une phase où ils ont besoin de prendre le traitement topique 3 ou 4 ou 5 fois dans la semaine, bah, c'est qu'en fait, il n'était pas temps d'arrêter, il faut repartir pour un tour et refaire quelques semaines de traitement. Donc je leur explique toujours cette possibilité de naviguer eux-mêmes. C'est souvent un peu Mmh. inquiétant pour eux parce qu'ils ont l'impression que c'est à eux de prendre les décisions. Mais de fait, je fais apparaître sur l'ordonnance les inhibiteurs de la pompe à protons et les traitements topiques en leur expliquant que c'est un petit peu à eux de juger et que il est probable qu'ils n'auront pas besoin en continu toute leur vie de traitement d'IPP, parce que leurs symptômes vont fluctuer en fonction de leur prise de poids, de leur alimentation, de leur niveau de stress.
Très intéressant. Vous faites comme les dermatologues, en fait, vous adaptez le topique selon la sévérité de la dermite, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a une indication à parfois augmenter ces posologies à pleine dose, voire double dose? Et pourquoi on ferait ça? Pourquoi on augmenterait la posologie, par exemple? Alors l'indication validée, c'est les anomalies endoscopiques. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on traite une œsophagite peptique, pour le coup, là, eh bien, on est fondé à utiliser une pleine dose, voire une double dose, en fonction de la sévérité de l'œsophagite et pour le coup, l'expérience prouve qu'il est assez rare de pouvoir, arrêter, chez les gens qui ont une œsophagite cette prise d'IPP. Chez le patient chez qui on n'a pas fait d'endoscopie, donc on ne sait pas s'il y a une œsophagite ou non, ou chez qui on a fait une endoscopie qui ne montre pas d'œsophagite, eh bien, c'est vrai que c'est difficile de résister à la tentation d'augmenter les traitements, au moins à titre de test thérapeutique pour un mois. Et c'est pas proposé dans les recommandations d'HAS je crois que c'est 99, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait tous et qui est régulièrement efficace. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, des indications de la chirurgie dans ces cas? Quand est-ce qu'on doit opérer un patient souffrant de reflux? Alors, j'ai presque envie de vous répondre de façon provocante: «Jamais», OK. mais c'est bien sûr provocant, donc c'est forcément faux. Il faut ce que je voudrais dire, c'est que le les indications de chirurgie ont considérablement réduit ces dernières années. Il y a eu une période, il y a véritablement un mouvement de balancier où, il y a une vingtaine d'années, on a opéré beaucoup de gens, du reflux gastro-œsophagien, et là, on est vraiment dans un retour de balancier où on opère presque plus personne. Qui est-ce qu'on va aller opérer? Certainement pas les, gens qui ont un phénotype douloureux, pour 2 raisons. Parce que déjà, s'ils ont un vrai reflux et que les symptômes sont des douleurs, eh bien, ils vont être amendés sous antiacides, éventuellement à pleine dose ou éventuellement à double dose, mais ça sera toujours mieux que de subir une chirurgie. Et si d'autre part, ils sont douloureux et que les IPP, même à pleine dose ou à double dose, n'y font rien, c'est que c'est probablement pas un reflux. Et là, typiquement, il y aura une indication à faire une pH-métrie pour «démasquer» entre guillemets un pyrosis fonctionnel qui, bien évidemment, ne bénéficiera pas d'une intervention chirurgicale. Et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste des régurgiteurs, c'est-à-dire ceux qui ont un phénotype où, au premier plan, il y a des remontées de liquide en antéflexion, en décubitus, éventuellement associés à des phénomènes de toux ou d'exacerbation de bronchite chronique ou d'asthme, et où là, à condition que le reflux soit bien documenté ou bien donc c'est-à-dire pas seulement par des symptômes subjectifs, mais par des anomalies endoscopiques ou par une pH-métrie, on peut confier le patient au chirurgien pour réaliser une fin d'applicature. Il réalise maintenant des fins d'applicature qui sont plus la fin d'applicature complète de Nissen, qui fait tout le tour de l'œsophage, qui est un wrap complet de l'estomac autour de l'axe de l'œsophage, et qui est très dysphagiante, mais des fins d'applicature partielles qu'on appelle de toupet et qui, bien sûr, sont un excellent traitement de ces régurgitations réfractaires, dont on comprend bien que sur lesquels les médicaments vont être beaucoup moins efficaces. Donc des indications de plus en plus rares. C'est très rare. On va venir aux mesures hygiéno-diététiques, si vous le voulez bien. Quelle place accordez-vous à ces fameuses mesures hygiéno-diététiques dans la prise en charge de ces patients et quelles sont-elles? Alors, c'est effectivement, l'immense majorité des patients qui vont nous faire cette demande-là parce que, comme on l'a dit, la plupart n'ont pas besoin d'IPP en continu, et donc ils vont chercher des moyens de naviguer entre des alginates ou des antiacides topiques et puis rien du tout. Et donc, c'est là la place de ces règles hygiéno-diététiques. Ça a moins de sens chez les patients qui ont, des IPP à pleine dose ou chez qui, de toute façon, l'effet des règles hygiéno-diététiques va être vraiment marginal et pratiquement nul. Donc de D'accord. quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit, alors la seule qui a démontré son efficacité, il y en a à vrai dire 2, on va voir avec le sommeil. Hem, le premier, c'est de surélever la tête du lit, pas si facile à mettre en pratique puisque personne n'a envie de glisser au fond de son lit, mais de fait c'est efficace. Et l'autre, est de se positionner en décubitus latéral gauche. Ça, c'est une publication plus récente mais qui, mécaniquement réduit le taux de reflux nocturne. Et puis, il y a, j'allais dire, le reste qui n'est pas forcément documenté, evidence-based, mais qui est tout à fait efficace. Bien sûr, c'est de fractionner les repas. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup en une fois, si vous faites des gros repas, eh bien, vous allez avoir, une stase gastrique plus longue et donc favoriser les épisodes de reflux. C'est attendre une c'est attendre une période, idéalement de 3-4 heures entre la fin du dîner
et le décubitus, c'est la temps de vidange de l'estomac. Évidemment, plus vous allez manger en quantité et plus vous allez manger gras et plus vous allez avoir du temps pour obtenir une vidange gastrique complète. Mais l'ordre de grandeur, c'est autour de 3 heures. Donc on recommande aux patients de dîner tôt ou alors de se coucher tard. Et puis, une chose qui est fréquemment à préciser aux patients, c'est qu'ils ont tous l'impression que c'est le fait de manger acide qui va les faire Oui. refluer, et alors que, en fait, c'est le fait de manger gras. Donc, le fait de manger acide, ça sera jamais tout ce qu'ils pourront avaler de plus acide ne sera jamais aussi acide que le contenu gastrique. Et en réalité, ce qui va vraiment décompenser le reflux, autre que le café, l'alcool, le tabac, le chocolat, c'est l'alimentation grasse qui va créer une forme de gastroparésie qui va favoriser les régurgitations et les remontées. Intéressant. Je vous remercie beaucoup Maximilien, c'était un épisode hyper pratique, très clair. Je vais vous poser ma dernière question avant de nous quitter, qui n'est pas une question d'ailleurs, c'est, une proposition. Si vous auriez des messages clés à transmettre à la fois aux patients souffrant de RGO et à nos confrères médecins qui seront amenés dès demain à s'occuper de ce type de patients. Est-ce que vous auriez un message pour les deux types de populations que je viens vous décrire, pratique, avant que nous nous quittons? Alors, le premier message destiné aux patients serait de chercher, serait certainement un message qui a à voir avec le dépistage, c'est-à-dire que, grosso modo, si vous avez 50 ans et que vous avez une histoire, vous avez des symptômes de reflux gastro-œsophagien depuis votre jeune âge, il est raisonnable de réaliser une endoscopie œsogastro-duodénale de dépistage pour rechercher des complications du reflux qui vont permettre de prévenir la survenue d'un cancer de l'œsophage. C'est quand même une chance qu'on a avec l'endoscopie digestive de pouvoir diagnostiquer des états précancéreux et prévenir la survenue du cancer. Et concernant nos confrères médecins généralistes qui prennent en charge l'immense majorité des patients avec un reflux gastro-œsophagien qui ont besoin d'un avis médical ou une prise en charge médicale, ça serait plutôt un message de réassurance vis-à-vis de dédramatisation vis-à-vis de la prise chronique d'inhibiteurs de la pompe à protons. Bien sûr, le problème de l'hyperprescription et du maintien de traitement chez des gens qui ont en fait des symptômes fonctionnels, de dyspepsie fonctionnelle ou de pyrosis fonctionnelle, est un problème sérieux. Ça ne sert à rien de le donner à des patients qui n'en ont pas besoin. Mais pour les reflux authentiques, c'est quand même des traitements extrêmement efficaces et bien tolérés qui permettent de prévenir les complications du reflux gastro-œsophagien. Question bonus et accessoire, comment vous prenez en charge le pyrosis fonctionnel? Alors ça, je le prends en charge. Alors j'ai la chance de voir les patients souvent après plusieurs lignes d'exploration et d'explication sur ce sujet. Donc j'apporte en fait la dernière pierre à l'édifice de la compréhension des patients, ce qui est plus facile, je pense, comme position. Je leur explique que ce n'est pas rien, que ce n'est pas dans leur tête, que c'est des messages nerveux, neurologiques aberrants envoyés par l'œsophage au cerveau, comme pour tous les troubles fonctionnels, et que les options médicamenteuses existent, mais que ce sont des traitements de la famille des antidépresseurs, que ce soit l'amitriptyline pour les traitements antidépresseurs tricycliques ou le citalopram pour les inhibiteurs de la capture de la sérotonine, qui sont très efficaces, mais d'une durée limitée dans le temps, forcément, c'est 3 à 6 mois, souvent pas très facilement acceptés par les patients, et donc généralement, ça renvoie assez facilement le patient ou la discussion vers des thérapeutiques non médicamenteuses, comme la relaxation, l'hypnose, l'activité physique régulière et finalement toutes ces options dont on sait qu'elles sont souvent assez efficaces pour les troubles fonctionnels. Je suis très heureux que vous concluiez ce podcast en mentionnant toutes ces interventions non médicamenteuses dont je suis le promoteur fidèle. Merci beaucoup Maximilien, à bientôt. Merci beaucoup. Félicitations, vous êtes bien arrivé à la fin de cet épisode du podcast. S'il vous a plu, si vous avez appris des choses utiles et que vous souhaitez que je poursuive ce travail, vous pouvez vous abonner à ce podcast et en parler à un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Et si vraiment vous voulez m'aider, vous pouvez me laisser une note de 5 étoiles sur vos applis et un petit avis sympa pour référencer ce podcast. Pensez également à vous abonner à la newsletter, je vous envoie chaque mois un mail à haute valeur ajoutée pour la médecine générale, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt!